Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est maintenant toujours dans la stratégie générale et ce module-ci est consacré à l'analyse de votre projet professionnel. Parce que travailler en tant qu'entrepreneur, c'est aussi avoir une vision claire de ce que vous voulez faire comme activité. Alors, quand je dis un projet clair de ce que vous voulez faire comme activité, il est important de bien comprendre que quand on devient entrepreneur, un projet entrepreneurial, ça n'est pas un métier. C'est un projet complet. On en a parlé dans les vidéos précédentes. On jongle avec toutes les casquettes de chef d'entreprise, responsable financier, responsable ressources humaines, etc., etc. Donc, ce n'est pas un métier, mais on doit avoir une vision complète, non seulement de ce qu'on de la finalité de l'activité de notre projet, mais aussi de la place qu'on veut avoir dans ce projet, des actions et des tâches que nous, personnellement, on veut mener. Et si ce n'est pas nous qui les menons, avec qui les mène-t-on et comment? Donc, il faut bien se rappeler, c'est le sens de cette partie. Demain, vous serez un patron, et un patron, il ne faut pas oublier que c'est un homme avec un grand H, avec un projet. Et donc, il faut se dire, je prends un projet, je mets quelqu'un d'autre, ça ne va pas donner le même résultat. Je prends mon projet avec moi, mais à une autre phase de ma vie, ça va donner d'autres résultats. Ce qui veut dire que c'est bien la conjonction d'une personne avec un projet et d'une vision sur ce projet qui va donner un résultat, rien d'autre. D'accord? Et donc c'est ça, cette vision pro, c'est le projet. La vision perso, euh, je remets un peu de batterie sur mon ordi. Et la vision. Donc la vision pro, c'est le projet. La vision perso, c'est l'homme. Tout à fait, ouais, très juste. Alors, quand on parle de projet entrepreneurial, il y a dans les mots à 1000 points pour le moment, il y a ce qu'on appelle le fameux BMC, c'est le Business Model Canvas, ou en français, mais que personne n'utilise, la matrice d'affaires. Le Business Model Canvas, c'est une manière d'envisager son activité sur tous les pôles de l'entreprise et voir les relations qu'il va y avoir entre tous les pôles de l'entreprise. Comme vous le voyez ici, c'est structuré, il y a une structure spécifique ici. Ceci est une vidéo d'une quinzaine de minutes de la CCI qui est extrêmement bien faite et elle va vous expliquer la différence entre un business model et un plan d'affaires et elle va vous expliquer toutes les parties du business model Canva et comment les faire et puis quoi mettre dedans, comment les articuler et comment même la méthode pour bien brainstormer et bien créer son business model Canva, ne jamais le faire tout seul, etc. etc. Ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant pour vérifier si votre projet est mature. Ça va permettre de voir, tiens, est-ce que c'est cohérent si le segment de client que je choisis, c'est je ne sais pas, moi, on est localisé dans le Bas-de-Serein, donc on a des flux logistiques, etc., qui sont limités géographiquement parce que je sais pas ce qu'on vend, peu importe, mais donc on est cloisonné dans une région et mon segment de clientèle initial visé, c'est un segment de clientèle haut de gamme. Ben, il y a une question de cohérence entre ces deux pans du business model Canva. Est-ce que c'est bien cohérent? Donc, c'est vraiment intéressant de faire cet exercice-là pour mesurer et pour essayer de tester la maturité de votre projet et challenger la maturité de votre projet. Ce qui différencie le modèle business du plan d'affaires, c'est le document qu'on va structurer par ailleurs avec une autre structure, on y reviendra, et dans lequel on va, au bout du compte, chiffrer l'ensemble des actions qu'on va mettre en œuvre pour voir si c'est viable. Je fais une petite parenthèse, mais d'ordre juridique. Oui.
tout candidat entrepreneur qui veut monter sa société au jour d'aujourd'hui se voit imposer l'exercice de créer un plan d'affaires. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que avant quoi? Avant la réforme de ce qu'on appelle le Code des sociétés, l'obligation d'un plan financier existait, mais ce plan financier était libre. Alors que maintenant, depuis la réforme, le plan financier que la loi nous impose aux candidats entrepreneurs, c'est un plan financier extrêmement structuré. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me trouver parce qu'ils veulent passer en société ou parce qu'ils veulent se lancer directement en société sur base de conseils qu'ils ont eus. Et la première étape, c'est de créer un plan financier. Mais ce plan financier étant super détaillé, ils sont complètement perdus. Alors, Ils ne s'imaginaient pas que c'était aussi. Je fais juste du teasing par rapport à ce que tu viens de dire. Il y aura 2 modules qu'on abordera plus tard. L'un sur les étapes de création de l'entreprise et l'un sur la différence entre entreprendre en indépendant, personne physique, et entreprendre en société. Voilà, juste pour dire qu'il y aura des modules spécifiques pour ça. Vas-y, je t'en prie, sorry. J'avais quasiment fini. C'était donc simplement, aujourd'hui, être candidat entrepreneur, ça rime légalement avec le fait de faire un plan d'affaires. Structuré. Vous allez y être obligé. Et donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous inscrire dans cette démarche, parce qu'avant tout, un business plan, c'est une démarche. D'ailleurs, vous allez peut-être trouver le temps un peu long, vous allez dire, tiens, c'est un cours où il y a beaucoup de vidéos, où on fait beaucoup d'apartés, où on parle de beaucoup de choses, parce qu'on s'inscrit dans cette démarche. Pour vous, on espère, et je suis un peu provocateur quand je vais dire ça, c'est qu'à la fin de l'entièreté de nos vidéos, vous allez douter. Parce que ça voudra dire que vous vous êtes inscrit dans une démarche. Si par contre, vous dites, moi, mon but dans la vie, c'est d'être mécanicien, je veux lancer mon garage et je me lance comme ça, il y a beaucoup de chances que vous alliez vous planter. Donc, voilà, c'est une démarche avant tout. Et je peux vous assurer que je peux vous présenter des dizaines de clients à moi qui vous diront, si on avait su dès le départ, on aurait mieux conçu notre projet plutôt que d'aller essuyer les plâtres pendant qu'on est en train de le vivre. Oui, tout à fait. Alors, la base de l'activité, c'est d'en avoir une vision. C'est bien le patron, le chef avec l'homme avec un grand H, comme tu disais, qui a une vision de son activité. Alors, typiquement, on ne peut pas passer à côté, puisqu'on donne quand même ici un cours de marketing. Il y a 3 grandes clés quand on veut considérer son activité. C'est la mission, la vision et là où les valeurs de l'entreprise. Alors, quelle est la différence entre ces 3 éléments? La mission, c'est ce qu'on va faire. Quel est notre job? Alors, c'est bien notre job, notre but ultime. Quel est finalement, et c'est si vous vous renseignez, il y a pas mal de vidéos et de podcasts pour le moment là-dessus. Quelle est ma raison d'être? Cherchez votre raison d'être. Ou si vous regardez, il y a même des bouquins de Simon Sinek, S-I-N-E-K, qui va parler du why. Quel est mon why? Quel est mon pourquoi? Quelle est ma raison d'être? Ma raison d'être, c'est pas comment je fais du biz. C'est ce que je veux atteindre. Je vous donne l'exemple de L'Oréal. L'Oréal, sa mission, c'est pas vendre des crèmes. La mission de L'Oréal, c'est rendre des gens beaux. Et la vision de L'Oréal, c'est OK, voilà ma mission. Cette mission, je vais la mettre en œuvre via des activités. La mise à disposition de produits. Donc, la mission de L'Oréal, c'est pas de vendre du produit, c'est de rendre des gens beaux. Comment? Grâce à la mise à disposition de produits, de tutoriels, de je ne sais pas quoi, en créant une communauté, peu importe. Mais donc, bien différencier la mission et la vision. Et puis, ces 2 éléments vont être encadrés par l'ensemble des valeurs de votre entreprise, des croyances
vous avez des choses que vous défendez. Ça paraît ultra bateau de faire ça. Et pourtant, je vais prendre l'exemple qu'on a vécu tous les deux, Salvatore. On était dans une ASBL qui se repositionnait parce que ça tournait en rond, elle marche très bien en termes financiers, mais on sentait que les activités de l'ASBL ne créaient plus l'excitation et l'envie et une dynamique super positive comme ça avait pu être le cas auparavant. Et on se posait la question, bah tiens, pour relancer les activités de CSBL, qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Alors on se pose la question, mais que veulent nos membres? Ben, tel membre veut vendre ça, tel membre veut acheter ça, tel membre veut apprendre ça, tel membre veut avoir un discours expert, tel membre veut avoir des retours d'expérience, tel membre veut juste discuter, être là et voir un peu ce qui se passe. Et, voilà. Et on a des besoins individuels qu'on peut rassembler, ça fait des besoins de nos clients. Mais si on essaie de répondre aux besoins de tout le monde, on va étaler ce qu'on fait. À un moment, si on sort de notre vision, de notre mission, pardon, en mettant des œillères en disant bah, tiens, je me concentre sur les besoins de tous mes participants, bah, je suis peut-être complètement en train de sortir de ma mission. Et c'était le cas. On était en train d'organiser toute une série d'activités qui, en fait, sortaient complètement de ce pourquoi on existait. Et donc, il est important de se recentrer, de se poser toujours la question, est-ce que je suis bien en train de faire ce que je suis en train de faire? Moi, j'ai fait un stage dans une entreprise dont le patron était un commercial, mais magnifique commercial. Le mec, il vendait de la formation en ligne, et à un moment, il a complètement raté avec un client. Le client disait, écoutez, en fait, on va prendre un autre prestataire pour les formations. C'est des autres gens qui vont nous créer le logiciel, ils vont nous créer l'e-learning, machin. Mais de vous à moi, vous n'avez pas une idée pour acheter 150 ordinateurs ou 200 ordinateurs? Si hein, je vous trouve ça, lui, commercial, entrepreneur, rebondit sur la balle et il va essayer de passer un temps monstrueux à trouver des opportunités pour avoir un lot d'ordinateurs qu'il va pouvoir refiler et prendre une marge. Mais ce n'est pas son cœur de métier. Il sort complètement de la mission de son entreprise. Alors, peut-être que c'est bien parce qu'il va pouvoir faire un coup et gagner un peu d'argent. Mais en fait, il va passer beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas son cœur de métier. Il va dépenser son énergie. Il va peut-être pas être aussi bon que d'autres. Et finalement, ce qu'il va faire comme métier, son métier, devient un peu flou. Puisque, ouais, mais enfin, il fournit aussi des ordinateurs, et puis il fournit des tablettes, et puis tu vends de la formation ou tu es un fournisseur d'informatique. Et donc, votre mission, elle est très importante pour ça. Et elle évolue en fonction du temps. Si je parle de ma propre entreprise, qui est une fiduciaire, la mission d'une fiduciaire, c'est d'accompagner ses clients sur le chemin administratif, sur ses obligations légales et, je vais dire, l'accompagner vers le succès de son entreprise. La vision pour ça, je veux dire, il y a 50 ans, un comptable pouvait se donner cette mission-là avec son client. C'était d'accompagner son client. Les règles légales étaient différentes, mais c'était de l'accompagner. Aujourd'hui, la vision pour remplir ce besoin-là, elle change. Pourquoi? Parce qu'un client a beaucoup plus de besoins en termes de numérique. C'est-à-dire que le comptable n'est plus le comptable du commerçant du coin. Moi, j'ai des clients qui sont aux quatre coins de la Belgique, qui sont même à l'étranger. Ce qui veut dire que je dois trouver des moyens pour récolter leurs documents, pour répondre à leurs besoins de manière décentralisée. Ça veut dire que du comptable 1.0, je commence à devenir le comptable 2.0. Et c'est quoi ma vision? Ben, c'est qu'aujourd'hui, la technologie doit me faire gagner du temps dans les tâches routinières, doit m'aider à trouver plus vite de l'information, à créer des modèles beaucoup plus vite. Mais d'un autre côté, le temps économisé me permet à donner du conseil beaucoup plus précis
beaucoup plus structurée, beaucoup plus personnalisée pour le client. Donc cette mission, cette vision, elle évolue. La mission, elle évolue très peu, mais la vision que je vais en avoir, elle va évoluer. Et donc, Et vous avez exactement les valeurs qu'il encadre peuvent aussi fluctuer. Donc voilà, Donc, la mission, elle est assez simple en général. C'est la vision et les valeurs qui sont beaucoup plus difficiles à cadrer. et ne pas sortir de la mission. Arriver à s'auto-contenir dans une mission qui est notre cœur de métier. Je crois que c'est aussi un exercice qui est difficile. Il y a un Alors, exemple d'ailleurs connu, si vous prenez la firme Lego, je ne sais ouais, pas si vous le savez, mais Lego a failli ne plus exister, failli mourir. Et pourquoi est-ce qu'ils ont failli mourir? C'est parce qu'à un moment, ils n'étaient plus dans leur cœur de métier. C'est-à-dire que Lego, son cœur de métier, c'est de faire des petites briques pour que les enfants puissent inventer des histoires, ils construisent. Quand on commence à faire des films, des jeux vidéo, on n'est plus en train de construire des petites briques. On se sert de ses acquis pour faire autre chose. Et Lego a failli mourir. Et d'ailleurs, vous voyez ces derniers temps qu'il y a moins de films Lego, il y en a toujours, il y a moins de jeux vidéo, mais il y a beaucoup plus d'histoires et de marketing autour des univers Lego. ouais. Et ils ont créé des univers. Playmobil a fait ça. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce recentrage-là, revenir vers leur mission, qui était de donner du plaisir aux enfants, faire travailler leur imaginaire, ils auraient disparu. Je dirais que la Alors, mission a peut-être évolué au sens où leur cible a évolué. Ce n'est plus que les enfants. Quand tu regardes l'étoile de la mort de Star Wars, des choses comme ça, ok. ils ont clairement une cible adulte par ailleurs aussi, avec des montages Lego qui ne sont pas accessibles financièrement pour un enfant d'ailleurs. Donc, mais par contre, je rejoins tout à fait ton commentaire sur le retour au cœur de métier. À mon avis, ils ont varié leur cible. À mon avis, quand même. Alors, une fois que vous avez défini tout ça, c'est très bien de savoir ce que vous voulez faire, mais est-ce qu'il y a une demande pour ce que vous voulez faire? Parce que c'est super chouette, hein. On peut être convaincu, on peut être passionné, on peut avoir la mission, la vision, les valeurs. C'est super cohérent pour soi, mais il y a l'exercice de passer sur le marché. J'avais vu, il y avait un film comme ça qui. C'est un peu les tests ultimes, je ne sais plus comment il s'appelait ce film, où vous avez un enregistrement en studio, machin, ils enregistrent tout, c'est génial. Puis il y a le crash test, c'est prendre le CD, aller le foutre dans la radio pourrie de la bagnole et on voit si le CD passe dans la radio pourrie de la bagnole parce que le marché, c'est via une radio pourrie de bagnole qui va écouter cet album et pas dans des super enceintes. Cohérence concept marché. Dans le business model Canva, qui est la vidéo que vous allez regarder par vous-même de la CCI, le cœur du business model Canva, c'est ce qu'on appelle en anglais la value proposition, en français la proposition de valeur. Quelle est la proposition de valeur que j'offre à mon client? Donc ça, c'est le schéma de la proposition de valeur. À gauche, c'est vous, à droite, c'est le marché. Et donc, ce que vous voyez tout à droite, Customer Jobs, c'est concrètement le client, il a des besoins pratiques. Je veux bouffer, je veux boire, je veux me relaxer, que mon corps se relâche, je veux installer, je veux avoir de l'eau chaude, je veux, peu importe. Vos clients ont des besoins, c'est les jobs qu'ils ont. Et pour répondre à ces besoins-là, vous offrez des produits ou des services. La base. Si vous offrez des produits et des services qui ne répondent à aucun besoin, de facto, vous ne les vendrez pas. Et soyez attentifs aux besoins qui vont peut-être pas être comblés sur le marché et voyez si des produits et services peuvent être rentables. Donc ça, c'est la base. Et puis, dans le processus de consommation et dans l'environnement de votre client, outre les besoins qu'il a en termes de customer jobs, il a aussi toute une série de pains, de douleurs. Et vous, votre mission, ça va être de dire, ben, en fait, je vous amène des produits et des services, mais à ces douleurs-là,
j'amène un remède, un pain reliever, j'amène un remède qui va contrecarrer cette douleur. Par exemple, la livraison qui coûte de l'argent. Ben moi, je vous fais une livraison gratuite. Par exemple, le fait d'être super pressé et que on sait que dans le monde des travaux et des interventions de travaux et de rénovation, il faut toujours du temps pour avoir l'offre, il faut toujours du temps pour que les gens viennent sur le chantier. Ben nous, on s'engage dans les 48 heures après votre appel à vous donner suite, dans les 5 jours à être là pour faire le devis, que vous recevez dans les 48 heures après notre visite. Enfin, voilà. Un truc cadré qui répond à la douleur de c'est pas clair, on sait pas, on attend, on n'est pas bien. Moi, la douleur typique que je vis, typique, c'est ouais, mais en fait, on n'a pas de machine pour payer. Mais vous en faites pas, il y a une banque, vous sortez, vous allez au bout de la rue, droite, gauche, droite, c'est vraiment tout près. Pour moi, ça, c'est une douleur dans mon processus d'achat qui est absolument infernale. Je peux payer par carte, contact, sans contact, je peux même payer par téléphone sans contact. Et toi, tu me dis, bah non, j'ai pas tout ça. Je te demande, s'il te plaît, de sortir. Et j'espère que tu vas revenir pour finaliser ton achat. Parce que, voilà. Voire même, tu as finalisé ton achat, tu es au restaurant, tu as fini de bouffer. J'espère que tu vas sortir et revenir parce que, en fait, tu as déjà consommé. Et si tu reviens pas, je suis bien mal pris. Pain reliever, avoir une foutue machine. Et aujourd'hui, c'est pas très cher. Donc, outre juste faire le job, il y a aider le client à éliminer tous ces freins, à éliminer toutes ces frictions dans le processus d'achat. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes déjà pas mal abouti. Mais il y a encore quelque chose de complémentaire que vous pouvez envisager, c'est les gains, les gains. Donc, tous les plus, tout ce qui va vous permettre d'arriver à, donc les gain creators, tout ce qui va créer du gain, c'est arriver finalement à l'effet wow. Et donc, c'est de dire, je ne sais pas, moi, peu importe, vous avez une activité quelle qu'elle soit, vous remplissez les besoins du client, les processus d'achat sont simplifiés, et en plus de ça, il ne s'y attendait pas, mais le fait d'être venu chez vous, il a accès à les services d'un partenaire à moitié prix, et ce partenaire, il a des services qui sont complémentaires à vos services, donc a priori, le client sera content d'y aller. Pour illustrer un petit peu ça, je vais prendre un exemple assez facile. C'est quand on voit la consommation aujourd'hui de viande, de charcuterie, je vais m'arrêter à ces gammes de produits-là. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, on vous disait va chercher du jambon, vous allez chercher du jambon chez le charcutier du coin, au supermarché. Maintenant, le fabricant de jambon et par là même le charcutier, il peut plus se contenter de dire j'ai du jambon. Au jour d'aujourd'hui, en termes de pain reliever, la pain, c'est quoi? C'est de dire, oui, mais est-ce que mon jambon, il est sans nitrate? Mon jambon, il vient d'où? Le cochon, il vient d'où? Il a quelle race? Limite, il pesait combien de kilos? En combien de temps il a été abattu? Il a été abattu dans quelles conditions? Est-ce qu'il s'est senti mal? Est-ce que je lui ai mis trop de stress quand il a été abattu? Combien de temps est-ce qu'il a mis pour venir en tranche de jambon chez le charcutier? Donc ça, c'est vraiment des aspects. Est-ce qu'on a donné des antibiotiques au porc? Et donc vous allez voir maintenant des jambons où on va dire il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de sel. Il a été abattu dans des conditions honorables. Il n'est pas trop gras. Il n'a pas été nourri aux antibiotiques. Il est bio. Donc voilà. Maintenant, le client, il arrive avec tout un tas d'angoisses en disant je veux consommer du jambon, mais je veux pas n'importe quel jambon.
Donc ça, c'est vraiment le pain relieving. Allez dans n'importe quel supermarché, vous allez voir que maintenant, il y a du bio, il y a du sans nitrate, il y a tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple encore plus concret, pourquoi est-ce que des enseignes de distribution se portent beaucoup mieux à l'heure actuelle que d'autres? Par exemple, bon, ce n'est pas un secret, vous prenez la marque Carrefour, ne se positionne pas hyper bien. Pourquoi? Eh bien, notamment, ils ont pu, et ce n'est qu'une des hypothèses, on a pu démontrer que les enseignes qui avaient les plus grosses parts de marché en bio étaient les enseignes qui se portaient le mieux. Et donc, vous preniez Carrefour. Carrefour avait accusé un gros retard en termes de bio. D'ailleurs, si aujourd'hui vous allez chez Carrefour, la partie bio chez Carrefour, elle est insignifiante. Alors que vous allez chez Colruyt, chez Delhaize, c'est une très très grosse part de leur gamme. Ils ont Et essayé de se donc, positionner il y a quelques mois sur le bio. Ils ont oui, essayé. mais ça veut dire que dans le pain relieving, Ouais. ils ont loupé un coche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont dit, OK, ils me fournissent toute une série de choses, mais ils me, ils m'enlèvent pas assez de peine. Et alors, certains sont Colruyt a tentés. pris. Colruyt a sa propre chaîne bio uniquement. C'est Bioplanète, c'est ça? Ils ont leur bill, mais ils vont aussi au-delà. C'est-à-dire qu'ils vont dire, et nous, quand on fait dans notre centrale à viande, en fait, l'électricité de la centrale à viande, c'est nos propres installations électriques, c'est des panneaux photovoltaïques, c'est des antennes offshore qu'on a en mer du Nord, des éoliennes. Donc, Et là, c'est ils du vont gain. beaucoup. Là, on est dans l'effet wow. On va au-delà juste. Exactement. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font très mal aussi. C'est par exemple des enseignes qui vont dire, bon, on n'est pas très fort en pain reliever, donc on va essayer de faire du gain, par exemple en balançant de la promo à crever. Ouais. Et donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, c'est le tout. Ceux qui vont réussir, c'est à la fois ceux qui offrent les produits et services, qui enlèvent cette douleur et qui font du gain. C'est ceux-là qui réussissent le mieux. Et je vais peut-être clôturer avec une autre idée qui vient de me venir, c'est de dire que parfois un métier va évoluer à cause des pains et des pain relievers. Je prends l'exemple des vendeurs de voyages organisés, etc. Il y a quelques années, on allait chercher son voyage, on expliquait, on achetait le voyage. Et avec l'arrivée d'Internet et de l'information généralisée, les pains ont commencé à vachement évoluer les inquiétudes des clients par rapport au besoin final qui est partir se reposer au soleil, a vachement évolué. Et je connais un vendeur qui me disait, bah, il y a quelques années, on vendait un voyage, quoi. Aujourd'hui, le client, il vient en disant, alors j'ai bien consulté tous vos trucs, ce que j'aimerais savoir, c'est si au nord de l'hôtel truc, il y a bien un ascenseur handicapé qui va jusqu'au 5e étage parce que moi je veux une chambre. Et donc il dit, les inquiétudes sont devenues hyper spécifiques et en fait le métier change parce que par rapport aux inquiétudes des clients, on doit complètement changer le contenu de notre activité, même si au final ce qu'on vend c'est toujours du voyage. On le voit d'ailleurs, pourquoi est-ce que les grandes enseignes, Thomas Cook a fait faillite? On peut dire, comment ça se fait que Thomas Cook a fait faillite? Et là, vous pouvez être sûr que d'autres vont suivre. Parce que la personne qui va consacrer de l'argent à un voyage, maintenant, veut une solution qui est personnalisée. Je veux dire, les agences de voyage qui ont le vent en poupe, ça va être voyageurs du monde. Mm. Parce que de nos jours, vous ne voulez pas simplement aller au Portugal. Aujourd'hui, vous allez dire, ben moi je vais aller dans le sud de l'Algarve, mais quand je vais remonter, je vais aller visiter des vignobles. Et en même temps que je vais visiter le vignoble, je vais avoir un cours d'œnologie. Et de golf. En même Voilà. temps. Mais on est dans ce degré, alors on va dire, ouais, mais c'est pas tout le monde qui s'offre ça. Ben, si vous voyez de plus en plus que votre voisin, il a eu ça, alors certes, ça va coûter un peu plus cher, mais je pense que la mode du on paye un voyage last minute juste pour aller quelque part, elle est révolue. Pourquoi? Parce que maintenant, pour vous déplacer en Espagne, il n'y a plus cet effet charter.
Avant, qu'est-ce qui faisait qu'on achetait un voyage pour aller à la Costa del Sol? C'est juste que pour aller à la Costa del Sol en avion, bah, il fallait passer par ce qu'on appelle des charters, il fallait passer par une agence de voyage qui vous mettait dans des avions pour aller dans tel hôtel. Maintenant, plus. Maintenant, vous pouvez sur Airbnb commander un appartement à la Costa del Sol et puis vous dites, bah, je vais commander mon billet d'avion sur Ryanair et vous n'avez même pas quitté votre iPhone. Ouais. Donc, l'agence de voyage est devenue désuète. À quoi elle sert? À plus grand-chose. Donc, voilà pourquoi les agences de voyage qui survivent, ce sont celles qui offrir du gain creating. Elles créent vraiment une valeur ajoutée énorme. Avec un effet waouh, avec une personnalisation extrême, avec des expériences inaccessibles ou presque par la création en solo de son petit parcours de point Oui. A à point. Et on recherche ça. Moi, j'ai vécu l'expérience voyageur du monde. Euh, voyageur du monde, bah, c'est vous sélectionnez ce que vous voulez faire, mais quand vous arrivez, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand je suis arrivé à l'aéroport avec mon épouse, la voiture était prête. Et dans la voiture, on m'avait placé un GPS avec l'entièreté du parcours que je devais faire. Et donc, dans le GPS, il était marqué jour 1. J'ai appuyé sur jour 1, il m'a envoyé à l'hôtel. Voilà. À l'hôtel, je savais ce que j'allais faire. Le lendemain, pareil, le GPS me disait, ah, vous allez... Voilà, on est dans l'hyper-personnalisation. Donc, le creator, c'est l'hyper-personnalisation et le pain reliever, c'est la tranquillité totale, la non-tracasserie. Et en échange de ça, ben, on est prêt à payer. Exactement. Bien, ça va clôturer les visions de l'activité. On fera une petite vidéo sur les ressources pour approfondir si le cœur vous en dit. Et après cette vidéo-là, on passera aux 4 piliers de l'entreprise.